Bonjour Nadine Bismuth, je suis très content d'être avec vous à l'occasion de la sortie de votre nouveau roman aux éditions du Boréal qui s'intitule Un lien familial. Alors pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, je rappelle que vous êtes né à Montréal, que vous avez étudié la littérature à l'Université McGill, où nous avons eu d'ailleurs le bonheur d'être... enfin moi, j'ai eu le bonheur de vous avoir pour élève pendant quelque temps. Vous avez donc publié un premier livre en 1999, ça fait déjà un petit moment, même si vous êtes toute jeune. Un livre qui avait d'ailleurs marqué beaucoup, je crois, là, le recueil de nouvelles qui s'appelait « Les gens fidèles ne font pas les nouvelles », un livre qui circule encore abondamment aujourd'hui, qui avait d'ailleurs remporté le prix Adrienne Choquette de la nouvelle, ainsi que le prix de l'Association des libraires du Québec. Par la suite, vous avez ensuite publié un roman intitulé Scrapbook, suivi quelques années plus tard, il y a une dizaine d'années, un peu moins qu'une dizaine d'années, d'un nouveau recueil de nouvelles intitulé « Êtes-vous marié à un psychopathe ?» Et voilà que donc vous revenez au roman, vous renouez avec ce genre en nous donnant donc ce livre, ce très beau livre que j'ai eu la chance de lire. Très beau livre qui est à la fois, je dirais, qui marque à la fois par, je dirais, son réalisme. On pourra en reparler tout à l'heure, c'est-à-dire par le regard extrêmement lucide, direct, qui est jeté sur la société qui est vraiment celle dans laquelle nous vivons. Les personnages sont des gens ordinaires, entre guillemets, sont des gens qu'on pourrait côtoyer tous les jours, mais vous jetez sur cette société, sur ce monde dans lequel nous sommes, un regard, je dirais, narquois, c'est-à-dire empreint à la fois de beaucoup d'ironie, sinon d'humour, il y a des passages tout à fait drôles, mais en même temps de compréhension, hein, presque de compassion, mais sans qu'on tombe jamais dans le tragique, jamais dans le larmoyant. C'est un très beau livre, donc centré, même si le titre ne le dit pas clairement, centré sur l'amour, enfin ce que moi j'ose appeler l'amour moderne, l'amour postmoderne même, c'est-à-dire que deviennent aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, les relations entre les hommes et les femmes, ou entre les êtres, en tout cas, dans les conditions qui sont aujourd'hui les nôtres, dans la société de consommation qui est la nôtre, la société individualiste qui est la nôtre. Et bien sûr, c'est pas une thèse que vous développez dans ce roman, mais vous jetez vraiment un coup d'œil, comment dire, très, très lucide et moi, je trouve très complet sur ce monde-là. À cela, en parallèle, mais c'est lié aussi, il y a tout ce développement sur toute cette thématique de la cuisine, toute cette thématique de la décoration intérieure. Alors, moi, je trouve, et en plus, une dernière chose, je vous laisse ensuite la parole, je trouve que c'est un livre d'une grande maturité. Bon, moi, je vous ai lu depuis toujours, et non seulement d'un livre à l'autre, votre univers s'agrandit, s'approfondit, mais là, on a l'impression que vous arrivez à une sorte de maturité, de maturité dans la maîtrise de votre art, dans la maîtrise de votre vision du monde. Est-ce que c'est un peu un sentiment que vous avez aussi? C'est difficile pour vous de le dire, mais... Oui, c'est difficile d'avoir, pour moi, un regard sur mon œuvre, comment elle a pu évoluer, mais c'est certain que ça fait 9 ans que j'ai pas publié de livres. J'ai publié des nouvelles dans les collectifs. Puis, ce roman-là était vraiment précieux pour moi parce que, justement, ça faisait longtemps que... Et pour nous aussi, je peux vous le dire. Mais c'était vraiment important d'arriver avec un roman qui soit pas seulement anecdotique sur les relations amoureuses, sur la vie familiale, tout ça. Je voulais qu'il y ait quand même une certaine... évolution par rapport à ce que j'avais fait avant. Puis je pense que ce qui rend peut-être ce roman-là plus parler de maturité, mais je pense que les personnages sont rendus ailleurs parce qu'ils ont des enfants maintenant. C'est pas seulement qu'ils ont 40 ans parce qu'ils pourraient avoir 40 ans sans avoir d'enfants puis être dans une vie d'éternel adolescent, mais il y a les enfants qui arrivent puis qui les enracinent puis qui leur donnent des responsabilités, puis en même temps eux, on n'est pas certain qu'ils ont envie de s'enraciner puis de perdre la liberté qu'ils avaient avant. Puis en même temps, à cause de l'amour qu'ils portent à leur enfant, ils n'ont pas le choix d'être justement à 2 endroits à la place. À la fois sage et encore un peu jeune, un peu fou. C'est ça, encore vouloir pouvoir rêver,
pouvoir être dans le fantasme, dans la liberté. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un acte 2 qui m'attend quelque part? Là? J'ai souvent cette image-là de l'acte 2 quand on pense que tous les possibles nous sont encore permis et pas... Mais dans ce cas-là, on voit que le champ des possibles se rétrécit justement, mais pour les deux personnages, les deux narrateurs vont chacun à leur façon vouloir combattre cette espèce de... Comme si la vie se cristallise une fois qu'on a des enfants. Il y a des contraintes. Oui, il y a des contraintes, puis il y a aussi une cristallisation de est-ce que tu as réussi ta famille ou est-ce que tu l'as pas réussi. Puis les deux sont confrontés à ça. Il y a le personnage de Magali, qui, elle, est la narratrice féminine qui porte une partie du roman, la moitié. Puis il y a Guillaume, qui est le narrateur masculin de l'autre moitié du roman. Puis les deux sont pas au même endroit émotivement. Puis dans leur vie, Magali est dans un couple qui bat de l'aile, qui est miné par une situation d'infidélité. Puis elle est vraiment dans le déni puis dans le désenchantement. Puis elle veut juste pas quitter sa famille pour ça. Puis Guillaume, le narrateur masculin, mais lui, il est déjà séparé, c'est un père célibataire. Il voudrait recommencer, lui. Oui, il vient de terminer là, sa traversée là, d'un désert sentimental et sexuel, puis il fait la rencontre de cette fille pour qui il y a un coup de foudre, puis... Donc, lui, il va être dans le fantasme, puis dans le rêve, puis dans vouloir reconstruire quelque chose, mais... C'est ça, c'est un rendez-vous manqué au fond parce que malheureusement, les circonstances font qu'ils sont pas... Mais d'où vous est venue cette idée justement de cette aventure à la fois souhaitée et impossible entre les deux personnages? Bien, au début, le premier... Je dis deux personnages, mais je dis pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent qu'il y en a plus que deux. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de ces deux-là, mais... il n'y a pas de méchants. Ah, non. Pas vraiment. Non. Mais le premier flash que j'ai eu de ce roman-là, c'est il y a vraiment quelques années, là, il y a longtemps. Puis c'était vraiment la situation qui m'intéressait de deux jeunes adultes, donc qui ont eux-mêmes des enfants, puis que la relation vienne de leurs parents, parce que Magali, sa mère, est veuve, puis pour la première fois, elle va faire la rencontre... d'un nouveau compagnon. Puis ce nouveau compagnon, ça donne à être le père de Guillaume qui, lui, est divorcé. Donc, c'était vraiment la situation. Mais à ce moment-là, il faut peut-être dire que Magali et Guillaume ne se connaissent pas encore. Non, ils ne se connaissent pas du tout. Ils se connaissent par ce rapprochement de leurs parents. Par le nouveau couple qui est formé par leurs parents. Donc, ils ont un lien familial inattendu tout à coup. Voilà, d'où l'idée du titre. Et c'était vraiment cette situation-là que je me disais, il y a une espèce de malaise, il y a l'obstacle de dire, c'est la fille ou c'est le fils du nouveau chum ou de la nouvelle blonde de ma mère. Donc, il y a une espèce de malaise. Puis, en même temps, il y a une relation qui se construit naturellement. Il y a une intimité qui vient automatiquement parce que tu rencontres la personne, l'enfant avec qui ta mère ou ton père vit une nouvelle relation. Donc, c'était vraiment cette situation-là qui m'intéressait. Puis... situation moderne et postmoderne c'est par ça, excellence. Exactement. Oui. Puis, mais tout le reste ensuite est venu se greffer, c'est-à-dire le métier de chacun, l'évolution de l'intrigue, et je savais pas comment ça allait finir. C'était vraiment cette situation-là, la rencontre qui arrive comme ça. Puis ensuite, tout le reste. Mais on peut en dire un mot peut-être de ces métiers que vous leur donnez. Vous dites c'est venu en second lieu, c'est venu parce que je signale, Guillaume est policier de son état. Et Magali est, je ne sais pas comment on dit, designer de cuisine, cuisiniste. Oui. Alors, ça vous est venu comme ça? Ça vous est venu... Oui, en fait, le personnage de designer de cuisine, c'était que je voulais pas un personnage d'écrivain. Souvent, on dit écrivez sur ce que vous connaissez, puis moi, je fais ça dans la vie, puis quand on est écrivain, on travaille souvent seul, devant son ordi, il n'y a pas vraiment d'action, le relationnel est plus limité, si on veut. Puis, je voulais pas de personnage d'écrivain, parce qu'un personnage d'écrivain, ça implique pour moi quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, qui va suranalyser souvent ce qui se passe autour de lui. Puis je voulais des personnages de jeunes parents qui sont
plus dans spontané, l'action, spontanés, confrontés, qui sont pas en train de réfléchir toujours à plein de choses auxquelles un écrivain va réfléchir. Donc ça, c'était important pour moi. Puis aussi, j'avais déjà eu un personnage d'écrivain dans Scrapbook. Ouais. Donc, j'avais fait le tour du personnage d'écrivain, là, pour l'instant, du milieu littéraire. Il y en a beaucoup dans les romans aujourd'hui aussi. Là. Oui, c'est vrai, il y a moins de policiers quand même. Peut-être. Mais donc, puis, à cause de toutes sortes de circonstances, j'ai été familière un peu ces dernières années avec le design, comment on fait une cuisine, toutes les étapes d'une... On refait. Oui, c'est ça. Comment on refait une cuisine, comment on en jette une à terre pour en refaire une. J'ai été confrontée à ça. Donc, je me suis inspirée de tout ce processus, qui est un processus qui est extrêmement émotif. Puis aussi, c'est intéressant parce qu'il y a un début, un milieu, puis une fin. Puis donc, j'aimais l'idée que la rénovation de la cuisine de Guillaume traverse tout le roman. La structure, d'une certaine manière, c'est un des éléments qui structure le exactement. livre. Exactement. Au début, il est dans sa vieille cuisine LED, puis là, bon, il décide de la refaire. Il y a puis défaire et refaire, c'est un des thèmes aussi importants du livre. Oui, c'est ça. Puis aussi, c'est comment c'est futile, c'est juste de l'apparence. On parle de décoration intérieure, de comment on veut chacun que notre vie soit parfaite. Puis bon, maintenant, si t'as pas un comptoir en quartz ou en granit dans ta cuisine, t'es un loser. Puis bon, c'est intense faire une cuisine parce qu'il y a toute une connotation aussi de rang social, de standing. Et c'est pas juste, on veut pas juste que ce soit fonctionnel, on veut que ça soit beau, on veut que ça en jette. Puis pour Magali, donc, pour moi, c'était important, ce métier-là. Dès que je l'ai trouvé, j'ai dit, je veux vraiment que ce soit ça, parce qu'aussi, il y avait la métaphore, c'est beaucoup bien sur la vie domestique, la vie intime, ce roman-là. Puis Magali, comme je le disais tout à l'heure, sa famille est vraiment en train d'éclater, de se défaire. Puis elle s'accroche. Puis en même temps, la cuisine, c'est toujours la pièce maîtresse d'une maison. C'est le cœur du foyer. C'est là qu'on se réunit. C'est la pièce où on dit qu'on passe le plus de temps. Donc, il y a toute cette métaphore. Donc, pourquoi elle s'accroche aussi, pourquoi elle aime son métier autant, c'est parce qu'il y a cette connotation du familial à la cuisine. Donc ça, j'aimais bien. Puis le métier de Guillaume, qu'il soit policier, mais ça me plaisait parce que j'avais jamais créé de personnage de policier. Puis c'est un peu un classique d'avoir un personnage de policier, mais j'aimais qu'on le voit... Dans le roman, j'aime qu'on le voit presque jamais non plus patrouiller les rues du plateau Mont-Royal parce qu'il est au poste 38 du plateau Mont-Royal. Puis on le voit pratiquement jamais. Tout ce qu'on entend de son métier, c'est comment il y a rien d'excitant. Là. On ferait pas une série télé, là. On ferait pas 19-2 autour de lui. Là. Non, c'est ça. C'est pas... C'est vraiment, il est confronté à la misère sociale, à l'itinérance, aux problèmes de santé mentale. Donc, mais en même temps, comme il y a une disparition qui surgit dans le roman, il y a une femme qui disparaît. C'est ça, il y a une sorte de... Il y a un drame quand même. Là. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un vrai drame. Au-delà de l'infidélité, il y a un vrai drame dans le roman. Il y a une femme qui disparaît au Carrefour Laval. Puis, donc... je voulais avoir un personnage de policier pour qu'on puisse suivre l'intrigue sans être dans l'enquête policière parce que c'est pas Guillaume qui est affecté à cette enquête-là. Lui, il est juste patrouilleur sur le plateau, mais parce qu'il est dans le service de police de Montréal. Mais c'est sûr qu'il entend, il y a des échos de l'enquête qui sortent pas dans les médias, tout ça. Donc ça, j'aimais bien avoir ça. Puis par la suite, je me suis rendu compte que avec les deux métiers que font mes personnages... je sais pas, mais c'est extrêmement genré, entre guillemets, comme on dit de nos jours, parce que Magali fait des cuisines, ce qui est un truc hyper féminin, puis Guillaume, il est policier, ce qui est hyper masculin, donc je pense que je suis pas du tout dans l'air du temps à cause de ça. On est dans une époque de fluidité, d'éclatement des genres et des rôles sexuels et tout ça, puis je pense qu'il y a un petit côté vintage à mon roman à cause de ça, parce que, puis je m'en suis rendu compte juste... avant hier. Il y a une autre chose qui est absolument fascinante dans le roman, j'ai trouvé, moi, c'est
l'habileté de la construction, de l'intrigue. C'est-à-dire, c'est une image qu'on emploie souvent, mais c'est vraiment le page-turner. C'est-à-dire, on se demande toujours qu'est-ce qui va arriver. Et il arrive toujours quelque chose. Il y a toujours une scène, mais c'est jamais gratuit, c'est jamais un pur hasard. D'ailleurs, il faut lire, je crois, très attentivement ce livre, parce que chaque détail en apparence devient un indice de quelque chose. Et ça demande quand même, d'un côté, ça demande une sorte de profession, d'habitude, de pratique, de longue pratique. C'est un aspect auquel vous avez fait beaucoup attention? Ben, j'ai travaillé beaucoup en télé ces dernières années. Puis, oui, puis ça, je dois dire que c'est un apport. Ça m'a beaucoup aidé à construire ce roman-là. Puis en scénarisation, on est toujours dans ce que les Américains ou les Anglais disent « what happens next ». C'est toujours, on veut savoir ce qui va arriver, puis il faut toujours qu'il y ait une quête, quelque chose qu'on veut découvrir pour retenir l'attention du téléspectateur. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de télé ces dernières années. Donc, quand j'ai attaqué ce roman-là, je voulais justement vraiment pas faire de la télé. Je voulais être vraiment dans ma bulle, ne pas avoir de compte à rendre à personne avant d'avoir remis mon manuscrit à mon éditeur. Donc, je voulais pas du tout... mais je voulais pas du tout faire de la télé, mais j'avoue que j'ai appris beaucoup sur la structure, la construction des intrigues, puis comment, justement, il n'y a rien de gratuit parce que on peut pas être juste dans la dissertation quand on est dans l'écriture télévisuelle. Même le jeu avec le temps, enfin, les chapitres sont datés. L'action au total se déroule sur quelques mois, je sais pas, 8-9 mois par an. Et tout est daté. Bien là, ça demande du calcul, ça, parce qu'il y a deux personnages qui, chacun de leur côté, puis il faut que ça soit raccord, en quelque sorte, tout ça. Mais ça, c'est amusant à faire. C'est une partie que je trouve amusante. C'est comme si c'est une autre partie du cerveau qui travaille. Puis il y a l'intrigue aussi. On parlait de la femme qui disparaît au Carrefour Laval. Donc, elle, on la connaît pas, on sait pas c'est qui. Les personnages, je veux dire, les lecteurs, on sait seulement ce qui lui arrive à travers des reportages, des nouvelles à la télé, puis un peu à travers le personnage de Guillaume. Mais elle aussi, on n'en sait pas beaucoup, mais à chaque chapitre, ça progresse un peu. Là, elle a disparu. Là, on a quelque chose qui a été capté par la caméra d'un téléphone cellulaire. Fausse piste. C'est ça, oui, exactement. Ensuite, on retrouve le type qui était sur l'enregistrement de la caméra du téléphone cellulaire. Donc, ça avance tranquillement. Puis en même temps, ben il y a tout un questionnement sur qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là. Puis Magali, ça influence un peu sa vie, c'est-à-dire qu'elle va plus faire son jogging le matin parce que elle a peur. Il y a comme un climat de terreur, comme ça arrive toujours quand il y a quelqu'un qui disparaît puis qu'on n'arrive pas à trouver le meurtrier. Donc, ça influence un peu. Guillaume, il se sert un peu de ce qu'il sait de l'intérieur pour épater la galerie dans ses soupers de famille, pour épater Magali. Genre, j'ai l'information, j'ai le savoir. Il y a l'esthéticienne qui drague Guillaume puis qui veut le revoir, qui lui texte les dernières dépêches de TVA. Bon, ça crée une espèce de toile de fond. Puis, c'est une histoire, on ne va pas la raconter ici, on ne va pas révéler le punch, là, mais c'est une histoire très... En fait, qui à la fois contraste avec l'intrigue amoureuse, qui est peut-être plus légère, qui est quand même un peu plus légère. Et il y a cette espèce de trou noir dans le roman. C'était important pour vous d'avoir cette... Oui, il y avait comme deux... C'est un personnage tout à fait... Pourtant, on la voit jamais. On l'entend jamais. Et c'est un personnage tout à fait fascinant, inquiétant. Oui, je pense qu'elle amène un certain climat de tension dans le roman qui va au-delà de les couples, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Magali va rester avec Mathieu? Est-ce que, il y a une femme qui est disparue. On pense qu'il y a un meurtrier qui a peut-être découpé son corps en morceaux. Donc, même Magali, quand elle compare sa propre situation de je suis cocu, c'est à un moment donné, elle a dit, là, mieux vaut être cocu qu'être morte, là, parce que donc, ça aide à relativiser un peu. C'est ça. Donc, puis, c'est ça, pour moi, ça crée une tension, puis une espèce de petit whodunit qui va traverser le roman. Puis, bien sûr, aussi, je pense que ça vient jeter un éclairage aussi sur le roman à la fin. Là encore, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un détail sans signification. Au contraire, c'est très... Même si c'est pas lié directement par l'intrigue du personnage, c'est comme... J'aimerais qu'on dise un mot, peut-être, le temps file un peu, mais
la forme, c'est quand même assez frappant. C'est-à-dire, une sorte de chassé-croisé, d'entrecroisement, de monologues. Ouais. Ce sont des monologues. Ça, Ouais. c'est quand même... donc, les deux, Magali et Guillaume, disent « je ». Ils parlent au présent. Bon, parfois, ils se rappellent des choses qui sont survenues quelques jours plus tôt. Mais ça aussi, c'est quand même, assez neuf. Oui, j'avais jamais fait ça non plus. Habituellement, j'écris passé simple, passé composé, une forme plus classique. Puis, le temps présent s'est imposé un peu de lui-même quand les personnages, j'ai commencé à écrire. Puis, j'aimais pas ça. D'emblée, j'étais, voyons, pourquoi? Puis, j'essayais de le faire au passé composé, mais ça fonctionnait pas. Puis, j'ai essayé de voir, OK, c'est quoi les autres romans qui ont été écrits au présent. J'ai fait un peu de recherche, puis je suis tombée sur quelqu'un qui disait que les romans écrits au présent traduisent une espèce de déresponsabilisation narrative. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça parce que je me suis dit, mais oui, mes personnages ont trop de responsabilités déjà. Magali, c'est une jeune mère, elle a son travail, elle a son chum, c'est trop, sa vie, elle déborde déjà. Donc, je pouvais pas en plus lui donner la responsabilité de son récit. Donc, j'ai compris pourquoi ce temps-là peut-être m'était venu naturellement. Puis c'est la même chose pour Guillaume aussi, qui est dans le présent d'une attirance. Il est dans son désir pour cette fille-là. Donc, lui aussi, le fait que le récit soit au présent, pour moi, ça fonctionnait après. Puis une fois que j'ai pu le justifier d'une manière rationnelle, c'est la déresponsabilisation narrative. Donc là, j'avais un terme qui pouvait encapsuler, puis j'étais bien correcte avec ça, puis j'ai pu progresser au présent. Mais donc, il y a ça, je pense qu'il va de pair avec ce que les personnages vivent, mais aussi, je pense que ça ajoute un peu au suspense, parce que dans le roman, le fait que eux-mêmes ils savent pas trop où ils s'en vont. Puis nous, le lecteur, je pense, a un peu de recul, puis on sait qu'ils s'en vont tout droit dans un mur, mais il y a comme une espèce de mouvement. Eux savent jamais ce que le lendemain leur réserve. Ils écrivent c'est ça au présent, ils vivent au présent. Ils vivent tout ça au présent. Puis c'était important pour moi aussi d'avoir deux narrateurs, c'est-à-dire d'avoir une narration du côté point de vue féminin, qui est vraiment un point de vue sur le désenchantement, le déni. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes, de filles qui sont dans le déni et dans le désenchantement, mais on s'en cache toutes, on le dit pas, puis on est toujours on veut atteindre la perfection. On veut ça dans nos familles, avec nos enfants, on veut ça partout, puis j'observe ça beaucoup. Donc, puis Magali, elle est très désenchantée, je pense, mais en même temps, elle veut maintenir une certaine image que tout va bien, que tout peut bien aller. Là. Elle met beaucoup de choses en dessous du tapis. Là. Puis Guillaume, lui, c'est le narrateur masculin, puis c'était important pour moi de pas juste avoir le désenchantement, parce que Magali, elle a pas vraiment de quête, sauf celle de juste comme être dans le statu quo, puis de faire, bon, ça va marcher pareil, même si tout est tout croche. Puis Guillaume, lui, il arrive... Il est rempli de désir. Il est rempli, c'est comme, pour moi, il donne une petite fraîcheur au roman. C'est l'amoureux, oui, c'est l'amoureux. C'est ça, il est dans le fantasme, puis en même temps, il s'en veut d'être tombé amoureux de cette fille parce qu'il sait qu'elle est en couple, puis en plus, c'est la fille de la nouvelle blonde de son père. Donc, il y a une situation qui est tout à fait... un peu tabou là-dedans, mais en même temps qui est pas qui serait pas non plus interdite là. Donc mais il s'en veut, puis je trouve qu'il est très attachant, puis donc je voulais cette rencontre là de deux points de vue, de deux personnages qui ont une fine ligne qui les rattache, mais en même temps qui pourront pas dans le fond vivre une vraie rencontre. On peut peut-être aussi dire un mot de ce que j'ai évoqué un peu plus tôt, là, l'humour, l'ironie. C'est quand même un roman dans lequel on rit souvent. C'est sur quoi ça repose pour vous? C'est-à-dire, les observations sont tellement parfaitement croquées, c'est un petit détail, c'est une réplique, c'est une pensée qui vient. Mais il y a de votre part, on a l'impression, de la part de la romancière, une sorte de regard un peu léger sur... C'est-à-dire, bien sûr, en même temps, vous adhérez à vos personnages, c'est sûr, mais avec toujours une sorte de réserve, de distance qui vous permet de voir et de faire voir le côté drôle, ou en tout cas incongru, le côté
touchant et drôle à la fois, mais il y a quand même beaucoup d'humour à travers tout ça. Vous avez tout ce que vous nous avez dit de la cuisine, c'est vrai, la signification des cuisines, mais c'est en même temps très drôle. Toutes ces histoires. Oui, mais je sais pas, je pense que j'ai toujours, depuis mon premier livre, été une adepte de ce style de l'ironie, c'est-à-dire je suis pas capable d'écrire des choses lourdes ou en fait je les écris mais c'est des premiers jets puis ça vient jamais dans les mains de personne, mais je sais pas, ça permet une espèce de distance comme vous dites, l'ironie, mais aussi j'ai entendu un auteur récemment donner une description de l'ironie que j'ai vraiment adorée, puis elle disait c'est une façon joyeuse d'être triste. Puis ça je trouvais que c'était vraiment une description vraiment intéressante parce que si on y réfléchit, tout le monde serait triste avec ce qui se passe dans le monde ou même dans nos vies ou tout ça. Donc, mais c'est un peu de refuser cette espèce de lourdeur. C'est un refus de la lourdeur, de la tristesse. C'est pas qu'on la reconnaît pas, mais on la reconnaît d'une manière différente, puis qui est justement un peu joyeuse, un sourire en coin, puis... Oui, donc j'ai jamais été capable d'avoir un point de vue différent sur les histoires que je raconte. Ça vient... Pauvre vous. Oui, mais ça vient comme ça, naturellement. C'est très attachant, d'ailleurs, cette façon d'écrire. Comme, d'ailleurs, on pourrait dire un mot aussi de l'écriture, de la prose. C'est une prose tellement limpide, tellement sobre, belle en même temps, mais qui est pas de la poésie, qui est vraiment la prose française, je trouve, en tout cas, la plus égale, avec des trouvailles très belles souvent, mais on sent que vous tenez à garder l'attention de votre lecteur, à parler vraiment directement avec votre lecteur. Oui. Il y a pas de comment dire, souvent dans les œuvres littéraires, une sorte de narcissisme stylistique, là, de poudre aux yeux. C'est pas du tout le cas ici. Vous avez quelque chose à transmettre et vous le transmettez. Vous cherchez la prose la plus directe possible. Oui. Mais je pense que ça vient, je sais pas... Vous travaillez beaucoup comme ça? Vous travaillez beaucoup vos phrases? Vous travaillez beaucoup votre style? Mais je retravaille beaucoup. Une fois que j'ai une première version, ensuite, j'essaie de vraiment éliminer tout ce qui est superflu ou les images qui sont pas nécessaires parce que je pense comme tous les auteurs, souvent, on en a quand on est dans vraiment le processus d'écriture, mais ensuite, quand on se relit, on peut avoir le recul. Puis j'essaie vraiment d'évacuer tout ça parce que de plus en plus, en tout cas en me relisant, quand j'ai relu ce roman-là, je pense que je voulais vraiment traduire des émotions. Donc, la langue était pas secondaire, mais était très importante, mais en même temps, j'essayais toujours d'aller dans la vérité de l'émotion. Donc, c'était vraiment de créer des mouvements dans les phrases, même pour essayer d'aller toucher à cette émotion-là le plus simplement possible, puis justement d'éviter des images qui vont confondre le lecteur. Donc, peut-être que c'est de là qui vont faire du bruit, qui vont empêcher la communication de bien s'établir. Exactement, qui vont venir comme parasiter la lecture. Donc, je peux vous dire que c'est très réussi, en tout cas de mon point de vue. Mais merci, c'est gentil. Peut-être une dernière question avant qu'on se quitte. À quel lecteur, à quelle lectrice idéale rêvez-vous? Vous? Non. Je sais pas, c'est une bonne question. Le lecteur anonyme, la lectrice anonyme, là, mais qu'est-ce que vous attendez d'elle ou de lui? Qu'est-ce que j'attends? Ou que vous espérez d'elle et de lui, ou de lui? Mais j'espère qu'il va être touché par ces personnages-là. J'espère qu'il va pas les juger parce que, bon, c'est certain qu'il n'y a pas de méchant dans le livre, comme vous avez dit plus tôt, mais il y a des personnages qui ont des comportements qu'on peut juger, que certains peuvent juger un peu répréhensibles, ou peut-être, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais non, il n'y a pas beaucoup de gens parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont encore lu le roman, mais je sais que c'est un commentaire que je vais pouvoir avoir, c'est pourquoi elle dit pas à son copain qu'elle le sait qu'il y a une aventure ailleurs, pourquoi elle parle pas, mais parce que c'est comme ça. Parce que c'est une réaction humaine comme tant d'autres, comme il y a des filles qui peuvent éclater en sanglots, faire une crise, mais elle, sa façon de réagir, c'est qu'elle sait que son chum a une maîtresse, puis elle, au lieu de faire une crise, elle se dit, s'il m'en parle pas, c'est parce que c'est pas important, puis en même temps, son moyen
de se défendre contre ça, puis aussi de contrôler la situation, mais c'est d'avoir elle-même un amant de son côté. Donc, je sais que moralement, on pourrait juger ça, mais j'espère que le lecteur va juste se laisser porter par ce que vivent ces personnages-là, par les émotions, en fait, qui sont traduites, que j'ai essayé de traduire, en fait, par l'entremise de ces deux personnages-là. Puis j'ai raconté une histoire que j'aurais aimé lire, je pense. Puis j'espère juste que le roman va plaire à... que ça ne sera pas un roman d'une génération, nécessairement. Je pense que vous allez les trouver, ces lecteurs et ces lectrices. Oui. Merci. Merci, c'est gentil.